Allô, allô? Julien, est-ce que tu peux mettre la caméra? Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Je vois qu'il y a pas mal de monde. Super, oui, oui, super, très bien. Bonjour, je suis Guillaume. On va passer un petit moment ensemble pour se parler de Design Sprint. Je suis très content de voir qu'il y a pas mal de monde qui est venu, puisqu'on me dit dans l'oreillette qu'on est plus de 12 millions de participants. Je vous présente Vivien qui va m'accompagner, qui est lead UX à l'agence. Bonjour, effectivement, donc, pour ma part, je suis lead UX designer de l'agence MG2, également formateur, donc principalement sur des formations de design thinking. Alors l'atelier, on va vous présenter ce qu'est le design thinking et puis vous parler un petit peu, faire un retour d'expérience et la façon dont on a appréhendé cette méthodologie. N'hésitez pas à nous poser des questions, on essaiera d'y répondre en même temps, sachant qu'il y a un temps à la fin sur les questions qui est proposé, donc on a un petit quart d'heure sur la fin, mais tout au long de notre présentation, on continue d'être en contact avec vous sur le chat, donc n'hésitez pas à participer. Un petit mot sur l'agence. Aujourd'hui, Monsieur Guise, c'est une société de conseil qui a été créée il y a 4 ans. Donc je suis le CEO et fondateur. On avance principalement sur 4 pans d'activité. Euh, le product management avec la mise en place de product owner et puis tout ce qui va tourner derrière les méthodes agiles. Évidemment, la mise en œuvre et les transformations agiles qui sont inhérentes à ce sujet. Donc plutôt la diffusion d'une culture agile au sein des entreprises. On va travailler aussi avec les Digital Factory, hein, toute la partie conception et production. Donc ça, c'est un sujet qui va faire attrait à la partie design sprint. Et puis une offre de formation aussi. Les équipes avec lesquelles on travaille, on va aussi leur apprendre à faire ce que l'on sait bien faire pour qu'après ils puissent évoluer en toute autonomie. Et il y a 2 ans, on a créé la société MG2, donc une agence full digital sur laquelle on fait de la production et de la conception donc à la fois en forfait ou en régie, donc que des clients nous confient leurs projets sur lesquels on va travailler à l'agence, et puis en régie, puisqu'on a principalement des UX designers qui vont venir travailler chez nos clients. On a aussi une part SEO et conception-rédaction, une interface utilisateur, c'est aussi des mots et du wording qui sont proposés, donc c'est un pan nécessaire à la façon dont on va créer nos interfaces sur lesquelles on avance. Et puis tout ça, c'est basé sur du lean management, la méthodologie agile et évidemment tout ce qui va faire attrait au design thinking. La dernière branche de notre activité, c'est le design sprint et puis on va vous en parler pendant 40 minutes. Design Sprint, du coup, c'est quoi? On en entend beaucoup parler, c'est sur 2017. Du coup, buzzword, pas vraiment, puisqu'en fait, si on creuse un petit peu, dès 1950, on commence à parler de brainstorming. Brainstorming, c'est quoi? C'est un peu les balbutiements de la pensée créative. Et à la suite de ça, on retrouve des entités comme la Design School ou encore IDEO qui vont professionnaliser la méthode. Et enfin, on va dans 2016, pardon, 2016, on va retrouver donc Google et notamment l'entité Google Venture qui va sortir donc un livre sur le design sprint enfin, le livre est sorti, ils vont surtout accompagner des startups avec cette méthodologie pour accélérer leur part d'innovation. Alors, je ne sais pas si certains de vous l'ont déjà lu. Euh, c'est finalement l'émergence un peu des méthodologies de travail qui sont basées, comme vous l'expliquez Vivien, sur le design thinking. Donc le buzzword à travers tout ça, tout le monde vous parle un peu de design thinking. Nous, on s'est beaucoup intéressé au design sprint cette année, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont communiqué dessus. Et ce livre était un peu l'émergence de tout ça. C'est ce qui a un peu rationalisé la façon de le faire. Euh, Ce que vous allez lire dans le livre, alors c'est un livre très, très intéressant, hein, il y a beaucoup de matière à travailler. Ce que vous allez y lire et y comprendre, c'est la façon d'avancer dans un design sprint. Donc à la fois la méthodologie, les outils, les ateliers, les participants et puis pas mal de conseils. Donc, je vous le conseille vraiment d'ailleurs, puisque c'est assez simple à appréhender. Euh, il y a une version française qui est sortie d'ailleurs il n'y a pas très Cette longtemps année, tout à fait. sorti cette année. Donc encore une fois, Google Venture, un milieu avec des startups et la Silicon Valley et tout ce qui tourne autour, et puis un livre qui vous explique comment faire. Comment faire pour eux, c'est 5 jours dans lesquels on va cadrer, diverger, décider, prototyper et tester. C'est 5 étapes avec des ateliers associés qui vous permettront de délivrer à la fin un prototype et d'obtenir des feedbacks et des tests utilisateurs. Un petit sujet par rapport à ça.
L'idée, c'est que nous, nos clients, c'est pas forcément, en tout cas, c'est pas que des startups, c'est principalement des grands groupes. Des grands groupes, c'est pas structuré comme une startup, c'est pas aussi évident à mettre en œuvre, hein. Souvent, il y a un peu de lenteur et il faut beaucoup d'énergie pour faire bouger tout ça. Donc, la façon dont c'est appréhendé chez Google Ventures, c'est pas nécessairement celle sur laquelle nous on a travaillé. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un petit feedback, 40 sprints qu'on a pu dérouler avec différentes typologies de clients. Et je vous disais, on va faire un petit focus sur les grands groupes pour essayer de comprendre ce qui peut être mis en œuvre facilement, les points de difficulté et ce sur quoi nous, on peut vous accompagner pour l'émergence d'un design sprint qui soit efficace. On va commencer par les participants. Les participants, alors on a mis une petite citation de Jeff Bezos. Vous avez sûrement entendu parler des pizza team. Jeff Bezos, lui, l'associe à 2 pizzas pour nourrir une équipe. Sinon, c'est une équipe trop grosse. Donc, la façon dont on va structurer les équipes d'un design sprint, c'est généralement 8 à 10 participants. Donc, vous et nous compris, c'est une équipe design sprint qui permet d'avoir un nombre suffisant de participants et pas trop pour rester efficace. L'équipe, elle va être composée, je vous le disais, on va le regarder un petit peu en détail, de différents types de profils. En fonction des problématiques qui sont exposées, on va venir sélectionner les profils intéressants pour les faire participer. Donc, on ne prend pas tout le monde, on prend des personnes qui sont, je vais dire, inhérentes à la façon dont on va travailler, qui ont un fort potentiel de connaissances sur ce qu'ils vont pouvoir démontrer par la suite. Et c'est des profils qui sont généralement très complémentaires. Donc, sur cette partie-là, on vous accompagne, on vient sélectionner avec vous, et encore une fois, en fonction des problématiques qui seront exposées pendant le design sprint. Attends, je passe juste la taille. Voilà, merci. La façon dont on structure un produit, c'est souvent maintenant un product owner. Donc celui qui porte la vision produit. Là, je vous parle de produits digitaux. Un product owner, c'est la personne qui va être en charge de la roadmap, des features qui vont être développées. Donc c'est la personne qui connaît le produit digital. On ne va pas confondre avec un chef de produit, hein, qui est plutôt le produit que l'on va vendre. Mais là, on se parle bien d'un product owner sur un produit qui va être déployé sur une interface digitale. Donc, on se parlera de product management, product owner, les chefs de projet pilote aussi, chefs de projet pilote sur un projet sur lequel on a pu avancer, qui font partie de l'équipe et qu'on sélectionne pour participer à l'aventure. Ensuite, ça peut paraître bête, mais apporter une vision client au design sprint, c'est essentiel. Je vous rappelle quand même qu'on est sur de la méthode centrée utilisateur. Donc, l'intérêt, ça va être de rapporter quelqu'un qui va être en relation directe avec le client. Ce sera clairement la voix du client qui nous sera rapportée. Donc, typiquement, ça peut être quelqu'un du SAV, un call center, un responsable d'agence ou quelqu'un du sales qui est en live sur le terrain face à des vrais gens sur lesquels on va pouvoir avoir des retours. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est porter finalement la voix du client. On a besoin de gens qui sont, je vais dire, en interaction constante avec le client. La question qu'on pose souvent, c'est es-tu un bon product owner? Es-tu quelqu'un qui connaît tes clients? Est-ce que tu les as déjà rencontrés? Donc, nous, on a besoin de gens qui connaissent leurs clients et qui sont capables de nous faire remonter les difficultés que peuvent rencontrer les clients pour pouvoir faire émerger les problématiques et puis les pain points tout au long d'un parcours client. Ensuite, on va avoir l'expert métier ou les experts métiers selon les différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Sur certains projets, on peut avoir du coup plusieurs personnes qui vont venir intervenir sur nos sites. C'est des profils qui vont connaître parfaitement les caractéristiques des produits qui gèrent ou qui vendent. Donc, typiquement, ça peut être un chef de produit marketing ou un juriste qui va apporter. Typiquement, dans un grand groupe, le juriste, c'est souvent un gros frein. Donc, le fait de l'engager dès le démarrage, ça va nous permettre de prévoir, on va dire, des projets des prototypes qui vont être plus facilement, en tout cas, réalisables par la suite. Plutôt que d'avoir une vision dans laquelle on va morceler la façon dont on va construire nos produits, effectivement, là, on fait remonter des experts pour s'assurer que ce qui va être mis en œuvre, on a une capacité à le faire. On vous le disait, nous, on avance principalement avec des grands groupes, donc plutôt banque et finance. Le juriste, aujourd'hui, c'est une personne qu'on essaye d'associer au maximum pour éviter les freins qu'on peut retrouver dans un cycle classique de conception de produits et se dire à la fin, bah, finalement, le juridique n'a pas validé telles étapes, donc il va falloir recommencer et revenir en arrière pour avancer sur cette partie-là. Donc là, c'est vraiment la vision expert métier dont on a besoin pour se nourrir de leurs informations et commencer à construire des interfaces qui soient pertinentes.
Ensuite, il y a une personne dont nous on considère comme nécessaire, en tout cas que l'on considère comme nécessaire, c'est l'expert technique. L'expert technique, il a pour but de s'assurer de la capacité à réaliser ce que nous on va proposer. Effectivement, il y a une part d'innovation dans le design sprint, de pouvoir capter un petit peu les nouvelles idées et de créer des choses et se challenger sur des produits existants. Donc c'est cette part d'innovation. Maintenant, est-ce que c'est réalisable? Le but du jeu dans un design sprint, c'est pas de produire des choses innovantes nécessairement, mais c'est de produire des choses innovantes qui puissent être réalisées. Donc souvent, dans la façon dont on évolue, on a besoin de gens qui vont déterminer un peu le champ des possibles, que ce soit sur la partie coût ou sur la partie délai. Les typologies de profil, ça va être un CTO, un responsable IT, un chef de projet DSI. Voilà, c'est plutôt cette typologie de personnes qu'on souhaite embarquer. Ça, vous ne le voyez pas nécessairement dans le livre Google Ventures. C'est là que nous, avec notre retour d'expérience, on se dit que c'est des profils qui sont nécessaires pour éviter, comme je vous le disais, d'aller trop loin vers l'innovation. Et enfin, pour l'équipe client, en tout cas, on va avoir besoin du sponsor. Donc, le sponsor, c'est qui? C'est simplement celui qui passe la commande du design sprint. Et il aura un rôle un petit peu différent, on va dire, enfin, pas différent, mais supplémentaire par rapport au reste de l'équipe, puisqu'il aura un rôle de décideur. Le décideur, il va servir à quoi? On est dans une équipe, donc potentiellement, il peut y avoir des choix un peu difficiles à faire sur lesquels on va pas trouver de consensus. Donc, ça va être ça va être son rôle, on va dire, de trancher et de faire avancer le sprint pour pas qu'on perde de temps, entre guillemets. Vous verrez par la suite que dans les différentes étapes et déroulées d'un sprint, il y a des moments où on va devoir faire des phases de vote. S'il n'y avait pas de consensus au moment du vote, effectivement, c'est le sponsor qui va venir trancher pour donner son choix et valider une opportunité ou une autre. Donc il a un rôle très important. On n'est pas dans une démocratie, hein, c'est plutôt quelque chose qui est assez figé et rigide, même si tout le monde aura l'occasion de s'exprimer. C'est le sponsor qui aura le dernier mot sur les choix qu'il aura à faire sur son produit. Et donc, pour ce type d'intervenant, souvent, on va retrouver des postes de CEO, voire de directeur de projet. Donc ça, c'est plutôt vos équipes avec qui on va travailler. C'est les personnes qu'on va venir embarquer. N'hésitez pas à nous poser des questions, encore une fois, sur les différentes typologies de personnes. Là, on va s'intéresser un petit peu plus à nos équipes. Donc les personnes qui vont participer, on vous l'a dit, elle est composée à la fois de vos équipes et nos équipes. Et puis là, on fait un petit focus sur la partie Sprint Master. Alors, le Sprint Master, c'est quoi? C'est la personne qui va s'assurer du bon déroulé du sprint. Il faut qu'il puisse aboutir dans les meilleures conditions et c'est son rôle de faire en sorte que ces conditions soient réunies. Donc, il va travailler à la fois sur la préparation du sprint et puis pendant le déroulé des ateliers, il va jouer le rôle de timekeeper, il va être facilitateur, il va devoir recadrer parfois, hein. Il y a souvent des gens qui ont envie d'utiliser leur téléphone ou des personnes qui ont des réunions à faire, etc. Donc lui, il va s'assurer que l'équipe reste focus et concentrée sur ce qu'il y a à faire pendant les ateliers. C'est très rigide, hein. Vous avez vu que 5 jours, en tout cas, sur la partie Google Ventures, et puis nous, sur des délais un petit peu différents qu'on va aborder après, ça nécessite d'être vraiment focus pour que tout soit très, très efficace et qu'on ait une capacité à produire et à réaliser les engagements qu'on a pris en amont. Donc le Sprint Master, c'est son rôle. Ça peut être un designer, mais c'est pas nécessairement un designer. C'est une personne qui est embarquée dans tout ce design sprint, mais qui va pouvoir s'assurer que tout se déroule très bien. Alors, on me pose peut-être une question. Euh, alors oui, vous avez vu qu'on parlait de sprint, de design. Donc pour les connaissants de l'agilité, on va parler de sprint master et scrum master. Ce ne sont pas les mêmes profils, même si il y a des analogies dans la façon dont on en parle, puisque c'est sprint et courir. Le scrum master aura un rôle tout à fait différent sur une équipe agile, hein, même si derrière on va retrouver un peu la part de coaching qu'on va retrouver derrière un scrum master. Donc le sprint master, ça peut être quelqu'un avec un profil de Scrum Master. Néanmoins, la façon dont les outils en tout cas qu'il va utiliser et la façon dont il va amener les ateliers sont pas du tout menés de la même manière que ce qu'on pourrait faire sur une partie agile. Voilà, donc c'est une typologie différente, même si derrière on va retrouver le mot sprint.
Et derrière, du coup, on retrouve on va dire les derniers participants à notre équipe. Ça va être les designers. Les designers, ils vont avoir deux pans principaux pendant le sprint. D'abord, pendant les ateliers, donc avec tout le monde, ils vont avoir du coup une phase de, on va surtout compter sur eux pour tout ce qui va être recommandations graphiques et ergonomiques. Et derrière, une fois les ateliers finis, enfin d'autres ateliers, on va dire, ça va être eux qui vont être en charge du coup de réaliser les maquettes et également les prototypes qui seront présentés lors des tests utilisateurs en fin d'étape. Donc là, les designers, encore une fois, ne sont pas nécessairement ceux qui vont réaliser, puisque pendant le design sprint, on va le voir, tout le monde met la main à la pâte. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est finaliser la partie prototypage. Là aussi, on s'écarte un petit peu de ce que fait Google Ventures, puisque produire des interfaces digitales avec des logiciels comme Sketch ou des logiciels de prototypage, c'est pas forcément donné à tout le monde, hein, ça demande un certain niveau d'expertise. Donc c'est pour ça que nous, on met généralement deux designers qui vont venir travailler avec la matière qui sera produite pendant le design pour s'assurer qu'à la fin, on ait un prototype utilisable. On va revenir là-dessus. Gardez en tête qu'ils sont là pour, je veux dire, cristalliser un petit peu les énergies et puis faire en sorte qu'on ait un produit fini dans tout ce qui va être fait. Mais ce n'est pas nécessairement eux qui vont seulement faire des choix sur les interfaces. Donc voilà, une fois qu'on a réuni toute cette équipe, finalement on est prêt à partir. On se dit qu'on va pouvoir y aller et encore une fois Google Venture 5 jours. Nous c'est un petit peu plus différent puisque on va retrouver, on se disait des équipes qui font partie potentiellement d'un grand groupe, des dirigeants, des gens qui vont travailler sur une partie très opérationnelle. Réunir tout le monde comme ça 5 jours, c'est un petit peu compliqué. Donc là on va plutôt vous proposer le cadre temporel dans lequel nous on avance. À vos marques préparées, c'est parti pour le sprint, mais pas tout à fait. La vision de Google, c'est de réussir à produire et de cadrer finalement les difficultés que pourrait rencontrer une entreprise avec leurs produits, c'est de cadrer tout ça en une journée. Nous, on a une étape préliminaire au lancement du sprint qui est très très importante. J'insiste sur cette partie-là parce que pour être efficace, si vous ne prenez pas le temps de comprendre ce que sont ces étapes, vous allez aboutir à quelque chose dont on a pu entendre parler parfois dans certains meet-up, qui, pour nous, casse un peu ce qu'est la philosophie du design sprint. Donc, c'est définir le challenge. On vous a mis une petite photo, une petite citation de Einstein qui nous paraissait intéressante. Si vous définissez mal votre problème, finalement, vous aurez peut-être pas une solution qui va être adaptée à ce dont vous allez avoir besoin. Donc, la phase de préparation pour définir un problème, c'est déjà un exercice en soi. Donc pour ça, nous, on vous accompagne. On vous accompagne pour s'assurer que ce sur quoi on va travailler ne va pas être un problème trop générique ou un problème trop précis. Il y a un juste milieu, il y a un curseur à avoir sur ce que l'on va avoir à résoudre comme problème. Je vous donne un exemple. Si on prend un site de vente en ligne comme Amazon qui voulait vendre plus de lessive, donc on aurait pu poser la question en disant comment vendre plus de lessive. Donc c'est intéressant de pouvoir se questionner sur toute la chaîne de valeur qui fait qu'on pourrait vendre plus de lessive. La façon dont on a amené une réponse, enfin dont Amazon a amené une réponse, c'est le dash button que vous connaissez sûrement. Derrière tout ça, la façon dont ils ont posé le problème, c'est comment déclencher l'achat de lessive sans avoir à y réfléchir. Ça, c'est typiquement un cadre de travail d'un design sprint. Vous voyez qu'on part de quelque chose de très générique avec un résultat qui est finalement vendre plus, et pour autant, le design sprint, lui, consolide cette partie-là pour s'assurer qu'on a un point et un focus, une problématique à répondre. C'est cette partie qu'on appelle le challenge. Dans tout ça, le modèle que nous on utilise va s'inspirer du recueil du besoin. C'est à la fois l'analyse de vos datas, comprendre quels sont vos personas, des recueils d'avis clients, établir des job stories, un link Canva. Voilà, nous, on va construire avec vous un dossier qui nous permettra à la suite d'engager un challenge. Donc là aussi, on diffère de ce que propose Google Ventures. Cette phase-là, elle est parfois longue. On peut plusieurs semaines parfois. Nous, on a pas aussi refusé des fois d'engager un design sprint tant que ce dossier n'était pas suffisamment réalisé pour s'assurer que le design sprint soit quelque chose d'efficace à la fin. Donc, il y a toute une partie sur challenge sur laquelle on vous accompagne, on travaille avec vous. Hein, c'est une phase, je vais dire, un peu de cadrage pour produire ce dossier et s'assurer qu'on a l'ensemble des éléments et puis une problématique claire et définie, suffisamment précise, pas trop générique et pas trop précise à la fois. Donc c'est ce petit curseur sur lequel il faut réussir un petit peu à s'ajuster.
Et c'est également, du coup, pendant cette période-là, donc définir le challenge, qu'on va récolter un maximum d'inputs, donc que ce soit du data crunch, du benchmark, pardon, pour derrière savoir de quoi on va parler, d'avoir le maximum d'informations. On arrive ensuite sur la phase de cadrage. Donc, si pendant la définition du challenge, on avait principalement le sprint master et le sponsor, ou à la rigueur un chef de produit qui se chargeait de concevoir le dossier, là, dans la phase de cadrage, on va vraiment réunir l'ensemble de l'équipe. Et cette première étape, c'est un petit peu une phase de kick-off. Tout le monde n'est pas adepte de la méthode Design Sprint, donc il va falloir expliquer la méthode, savoir les ateliers qu'on va avoir dans les jours à venir et les livrables qui vont être associés. On a également des équipes qui se connaissent pas forcément, puisque, comme on vous l'a dit, on fait appel à des Hmm. services qui peuvent être juristes, marketing, IT. Donc, potentiellement, c'est des équipes qui ne se parlent pas au quotidien, voire même très fréquemment. Donc, l'objectif de cette première journée, ça va être de les présenter, surtout d'arriver à créer une vraie dynamique de groupe pour Faut derrière avoir embarquer tout le monde, hein, c'est sur ça, cette embarquer partie-là. tout le monde pour avoir derrière des échanges qui vont être constructifs. Ensuite, donc le challenge et le dossier qui a été préparé en amont, bah, c'est bien, mais il va falloir donc le restituer afin que toute l'équipe ait vraiment une vision d'ensemble et que d'avoir un niveau de connaissance qui va être homogène, pardon. Donc là, c'est nous qui prenons la main pour expliquer à l'ensemble de l'équipe ce qui va être fait. Vivien vous le disait, à la fois sur le déroulé et les étapes qui vont arriver, et puis aussi de bien expliquer ce qu'est le challenge, pourquoi on est arrivé à ce challenge, quelles étaient les informations concrètes et les informations nécessaires à définir pour qu'on s'assure que les gens aient bien une vision claire. C'est très simple, hein, on l'accroche au mur un peu partout, hein, il y a beaucoup de management visuel aussi derrière tout ça, pour s'assurer que les gens soient bien focus sur les objectifs à défendre. Encore une fois, si on revient sur les explications que je vous donnais juste avant, pas trop générique, pas trop précis, un juste milieu. Et c'est là que nous, on intervient pour aller cadrer l'ensemble de ces éléments. Et ça se fait sur la première journée. Exactement. Et à Donc la voilà, niveau de connaissance pour tout le monde, voire des fois on fait même intervenir des experts qui ne sont pas forcément dans l'équipe de design, mais pour apporter des points supplémentaires. Et à la suite de ça, du coup, le challenge qui a été défini, toute l'équipe le valide de manière communale. Et on va ensuite, grâce à ce challenge, définir un parcours cible qu'on traitera pendant notre sprint et également se concentrer sur les points de difficulté qui seront à traiter. Deuxième étape, la phase de divergence, ou également appelée phase d'idéation. Donc là, on a toujours notre équipe qui sera au complet. Donc vous et nous, hein, là, sur cette partie-là, on travaille tous ensemble. C'est ça, donc tous les profils qu'on a cités précédemment. Et là, l'objectif de cette étape, ça va être vraiment de produire un maximum d'idées. Donc on a différents ateliers d'idéation, qui soient individuels ou collectifs. On peut citer Crazy Eight, par exemple. Qui est assez connu, ça fait stresser un petit peu tout le monde quand on fait l'exercice, hein. C'est ça, Ça va très exactement. vite, il faut produire plein de choses, En on mode, dessine. en mode comment ça, je sais pas dessiner, alors qu'en fait, voilà, des carrés, des lignes, souvent, ça suffit pour faire passer une idée. Et donc voilà, donc l'objectif de cette étape, ça va vraiment être de proposer un maximum de solutions qui vont répondre notamment aux points de difficulté qu'on aura mis en lumière sur l'étape précédente. Je me permets, Je t'en prie. encore une fois, là, Vivien vous en parlait rapidement. Être créatif, c'est pas nécessairement savoir dessiner ou utiliser Photoshop. Être créatif, tout le monde est créatif. En cette phase, finalement, ce qu'on fait, c'est vous accompagner pour faire émerger votre créativité. Donc, l'enchaînement des ateliers est fait pour qu'on puisse arriver à quelque chose de suffisamment construit. Il y a des gens avec qui on a travaillé qui ne savaient pas du tout dessiner et pour autant, on a retenu leurs idées dans la conception et la mise en prototypage de ce qu'on avait à faire par la suite. Donc, il faut bien comprendre que les problématiques que vous pourrez rencontrer, vous avez vu qu'on prend différentes typologies de personnes qui viennent intervenir. Chacun va pouvoir exprimer ses idées. Et c'est dans ces éléments-là qu'on va vous accompagner pour s'assurer que vous allez produire quelque chose qui soit efficace. Et ça marche très bien. Tout le monde est un peu réticent à aller dessiner les premières fois. Et finalement, c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a beaucoup de matière à travailler. C'est pour ça que ça nous emmène à la deuxième étape, puisque quand on a trop de matière, il va falloir faire des choix. Et on arrive à la phase de décision. C'est ça. Juste avant, du coup, pour répondre à Elsa qui demande si l'étape se fait en petit groupe ou en collectif, nous, on travaille dans des grandes pièces, du coup, on a du coup, des grandes tables, du papier, des crayons, des feutres, tout ce qu'il faut. Donc, cette étape-là, on l'a fait en groupe. Après, il y a différentes phases en fait, c'est-à-dire comme je le disais, on va avoir des ateliers qui vont être collaboratifs, enfin pas collaboratifs, mais qui vont être collectifs.
et des ateliers qui vont être individuels. Pour autant, on reste quand même tous ensemble pour garder la cohésion et parce que Il faut un esprit de groupe. c'est Hein, ça. derrière tout L'objectif, c'est ça. d'avoir un esprit de groupe. Si on se dit, OK, chacun part de son côté pendant 2 heures, typiquement, on sait très bien qu'il y en a qui vont, il y en a qui vont jouer le jeu, mais il y en a qui vont passer les 3 quarts d'heure sur leur téléphone, qui vont aller voir sur Internet leur mail et compagnie. Ça risque de casser un petit peu la dynamique. Donc, on reste vraiment groupé, même si c'est des ateliers individuels. Donc, on arrive ensuite sur Attends, il y la. a une question sur le Pardon. timing des étapes. Oui, sur la définition du challenge, on vous expliquait que ça, c'est un peu variable en fonction de la matière première qu'on aura à travailler et puis les informations dont vous disposez. Donc, classiquement, on est sur une phase de plusieurs semaines, 2 semaines à un mois dans les grandes lignes. Sur la phase de cadrage, donc embarquer tout le monde et s'assurer que le challenge est bien compris et bien envisagé et que le déroulé est clair pour tout le monde, ça c'est plutôt une journée à la fin de laquelle on va retrouver finalement les pain points et notre user journée et les éléments sur lesquels on devra travailler. Et puis la phase de divergence et de décision, ça nous on le merge en une seule journée. Voilà pour vous donner un petit peu les délais et les détails. Tout ça, ça va être fait en une seule journée, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ce que propose Google Ventures, encore une fois. J'espère que ça répond à votre question. Et donc la décision qui fait partie de la Donc, deuxième journée, où on travaille effectivement, encore tous ensemble. la décision qui sera du coup une des dernières étapes où on travaillera pardon, tous ensemble. Donc on a vu dans l'étape précédente que l'objectif c'était d'avoir un maximum d'idées, un maximum de solutions proposées. Donc la phase de décision, ça va être simplement de décider vers quelle solution on va s'orienter en fonction des choix qui ont été proposés. C'est notamment au cœur de cette étape que le rôle de décideur peut un peu prendre tout son Mm. sens, puisque typiquement on va avoir plein de solutions affichées au mur sur lesquelles on va venir voter avec des gommettes. C'est Et très créatif, c'est très ludique. Hein. c'est Vous ça, entendez c'est vraiment papier, gommette, feutre. c'est On ça, passe un bon c'est moment, mais on vraiment, travaille. vraiment très visuel. On a une vision d'ensemble. Pour le coup, c'est très sympa. Et donc, le décideur a effectivement, un petit rôle au-dessus. Enfin, pas un petit rôle au-dessus. Il a un petit pouvoir de décision supplémentaire pour vraiment réussir à départager dans le cas où le choix est difficile. Cette phase de décision, elle va se terminer par un atelier de storyboard, donc qui vont être menés par les designers, mais qui se fait quand même collégialement. C'est cette partie qu'on appelait un peu cristalliser les idées, en faire quelque chose de suffisamment structuré pour s'assurer qu'on va pouvoir travailler à la suite sur la partie prototypage. Exactement, donc on reprend vraiment les idées qui ont été le plus votées pour en faire vraiment une séquence et derrière reprendre comment dire, le parcours qu'on a défini initialement avec notre challenge et la partie cadrage. Et c'est vraiment la matière première qui va servir derrière au designer pour faire la partie prototypage. Alors, juste sur la partie décision, on a une question, de savoir si c'est une seule solution qui sera testée. Donc c'est assez important de comprendre la philosophie du design sprint. On abordera un peu plus en détail sur la fin cette partie-là. Néanmoins, le design sprint, c'est un outil qui va vous permettre d'accélérer dans vos décisions. Donc vous allez pouvoir explorer un certain nombre de solutions, mais par contre, vous allez devoir faire des choix. Et donc c'est pour ça qu'il y a une phase de vote qui est engagée pour s'assurer que l'on va tester un parcours. Donc c'est un seul parcours. Il y a plein de choses qui peuvent émerger, il y a plein de solutions qui peuvent émerger, mais justement, la difficulté que vous pouvez avoir dans des grands groupes, encore une fois principalement, c'est les copiles, les comités projets et puis les personnes associées, etc. Il y a plein de gens qui vont avoir des avis différents, c'est normal, c'est de la conception, donc tout le monde va se challenger. Ça prend beaucoup de temps. Donc là, ce qu'on propose dans cette approche, c'est finalement de s'assurer qu'on va aller très vite à l'essentiel. Donc on va revenir sur cette partie-là, on vous expliquera pourquoi et comment il y a une suite à tout ça, mais c'est vraiment une seule solution qui va être testée. Quand on parle de solution, c'est un parcours, puisqu'on va mettre en œuvre beaucoup de solutions dans un seul et même parcours pour résoudre une ou plusieurs problématiques qui auront été définies en amont. Voilà, puis je vous rappelle qu'on a à la base que 5 jours vraiment pour partir de l'idée, entre guillemets, jusqu'à la phase de test. Donc c'est vraiment très court. Donc enfin, on est forcé de réduire. Typiquement, on n'est pas sur du prototypage de sites entiers ou de projets complets. On va vraiment souvent se concentrer sur des features bien précises qu'on veut derrière tester auprès de l'utilisateur. Partie Donc, prototypage. pour reprendre la partie prototypage, Donc là, du on a coup, notre storyboard qui a été défini. On a fait des choix sur les solutions qui ont été mises en œuvre et comment
on a pu voter sur ces parties-là. Donc, on a défini finalement notre cadre de travail. Et sur cette partie, on va passer la main au designer. Donc C'est là, ça. on se quitte pour un petit bout de temps. Et Bien puis nous, on va souvent, travailler un peu en autonomie. Bien souvent, effectivement, c'est les designers qui reprennent la main seuls. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Parce que on travaille souvent sur des logiciels qui sont propres, on va dire, à notre métier, que les gens connaissent pas forcément, et parce que typiquement, on pourrait avoir derrière des conseillers et compagnie. Mais comme on l'a dit initialement, réunir les gens X jours, c'est relativement compliqué. Donc là, les designers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont prototyper. L'objectif, c'est d'avoir une immersion la plus complète possible lors des tests. Donc, on part vraiment sur du prototypage HD. C'est vraiment faire vivre une vraie expérience. Enfin, si on part C'est très important, sur ça. du test de wireframe ou de maquette pas finalisée, il y a souvent un biais de la part du testeur qui est dérangé par cette partie-là. Donc c'est vraiment, on arrive à avoir, souvent on a des testeurs qui nous demandent même si le produit a été C'est réellement déjà en développé ou pas. production. On arrive à vraiment avoir un niveau avec des animations, des micro-interactions avec différents logiciels. Donc, il faut se rapprocher le plus possible du produit fini. Pour ça, par exemple, on va aller utiliser vos éléments de charte. Si on a, je vais dire, une feature à ajouter dans un produit existant, on va reprendre les éléments de votre charte et puis on va s'appuyer sur l'existant et commencer à construire un parcours qui s'appuie sur l'existant. Dans le cas d'une refonte ou d'un nouveau service de souscription, on va partir par exemple de votre homepage, on va l'utiliser en rajoutant nous les nouveaux éléments qui auront été décidés sur le storyboard, puis on va designer tout ça jusqu'à un produit fini. On va travailler sur les cas nominaux, hein, on va pas pouvoir utiliser l'ensemble, en tout cas réfléchir à l'ensemble de ce qu'il y aurait à faire sur un produit un peu plus complexe. Donc c'est plutôt des cas nominaux qu'on va venir traiter. Encore une fois, Vivien vous le disait, c'est une immersion complète. Il faut qu'on arrive à avoir la sensation d'utiliser un produit. Pour ça, il y a de nombreux logiciels qui existent. Nous, on en sélectionne plusieurs qui sont assez intéressants, dans lesquels on va pouvoir mettre des micro-interactions, hein, comme sur une application finalisée. La personne aura le téléphone dans la main et va pouvoir l'utiliser comme si c'était une vraie application qui était mise en œuvre. Un petit exemple que j'aime bien sur la partie, on a réalisé un design sprint et puis à un moment, dans la façon dont était construit le parcours, il y avait un rendez-vous avec un conseiller qui était programmé. Donc sur ce rendez-vous, forcément, on avait quelques jours pour pouvoir le faire. Donc j'ai joué et on a simulé, on a fait une petite scénette dans laquelle on est venu écrire avec les équipes de notre client un rapide script. Et puis moi, j'ai joué le conseiller pour pouvoir pousser une petite vidéo au moment où, dans le parcours et dans la user journée, on allait retrouver cet élément de prise de contact conseillé. Donc l'utilisateur, lui, ce qu'il avait en face, on essayait hein, d'aller un peu plus loin, mais ce qu'il avait en face, c'était une petite vidéo qui allait lui expliquer la façon dont allait se dérouler l'entretien, etc. Donc là, on était, encore une fois, dans une vision de se rapprocher un maximum de ce que serait un produit fini. Donc on a notre prototype le plus HD possible, du coup le plus vraiment voilà produit fini comme vient de le dire Guillaume. Et donc derrière, ce qu'on veut depuis le début, clairement, c'est le faire tester, hein. On veut vraiment avoir des retours utilisateurs. Il y a juste une question, je me permets. Bien Il y a deux sûr. questions. Un prototypage simple à mettre en place, à prendre en main. Un outil de prototypage simple à prendre en main. Alors simple, ça reste relatif, Ça dépend ce hein, que vous voulez en faire. c'est surtout, enfin, InVision est très simple, mais voilà. permet pas d'aller très loin. On peut avoir du InVision effectivement qui va être très basique, qui va faire de la transition entre des pages et avoir à la rigueur des petits liens externes. Après, si on veut vraiment faire de l'animation, de la micro-interaction, il y en a plusieurs. Il y a par exemple Flinto ou Principal. Voilà, Qui sont, c'est deux qui qui sont sont assez puissants. assez connus. Et compatible PC, eh ben, malheureusement, c'est assez rare. Vous avez vu, hein. Ouais, c'est vrai que mon designer, malheureusement, est relativement peuplé de Mac. Donc, la majorité des outils comme Sketch est malheureusement destinés aux Mac users. Et pour commencer, InVision, c'est une web app, hein, vous pouvez l'utiliser sur toutes sortes de plateformes. Ça fonctionne très bien, ça permet de définir un parcours assez simplement. La prise en main est très très facile. Tout le monde peut travailler dessus. Donc InVision, oui, pour une première ébauche, et je dirais pas aussi loin qu'avec les outils cités, mais pour une première ébauche, ça marche très bien. Et j'ai une deuxième question, combien de designers sont impliqués dans cette phase? Combien de designers? On l'a vu au tout début. Donc, il y a effectivement des designers. Nous, en général, on en implique deux.
que ce soit dans la phase d'atelier ou dans la phase de prototypage. Ça peut être un seul, en fait, ça dépend vraiment pour le coup du prototype à créer. Si c'est relativement simple, on peut se contenter d'un. Si le parcours est un peu plus compliqué ou s'il y a différentes approches, on peut partir sur deux designers. L'objectif, c'est pas de faire comment dire, de dédoublonner, c'est vraiment d'avoir des designers qui vont être complémentaires. Typologie. Donc, s'il y en a un qui est assez calé en création d'interface et l'autre qui va être plus illustration, ça va vraiment être de combler de combiner ces deux compétences pour derrière avoir une expérience la plus sympa possible. On avance un peu parce que je vois le temps qui passe. Effectivement, le temps passe. Donc on a notre beau prototype pour finir. Et l'objectif, donc on l'a dit, c'est vraiment récolter les feedbacks utilisateurs. Hein. C'est pour ça qu'on a fait un petit peu tout ça, savoir si notre produit il va plaire entre guillemets ou pas. Donc pour ça, on fait du test principalement en one-to-one, donc avec l'intervieweur et le testeur. On a des prototypes qui sont, donc on l'a dit HD, qu'on va si Sur une on interface mobile ou voilà, si on a desktop, de hein, l'interface mobile, on va vraiment mettre un mobile dans les mains de l'utilisateur pour qu'il se rende vraiment compte du produit fini. Et que dire d'autre voilà. Donc on récupère des feedbacks juste utilisateurs. le nombre d'utilisateurs, à savoir qu'il y a une métrique, alors suivant vos sources, vous lirez des choses un peu différentes, mais on considère qu'entre, grosso modo, 8, avec 8 utilisateurs, vous allez pouvoir déceler 80 à 90% des problématiques principales de votre produit. Donc nous, on fait ça sur une journée dans laquelle il y a des entretiens one-to-one. Généralement, ils durent environ 1 heure. Et sur cette partie-là, on a un panel de 8 testeurs. Là aussi, on vous accompagne pour aller sélectionner les testeurs. On s'appuie sur notre réseau où on part à la requête, enfin, à la recherche de testeurs qui correspondent à vos personas. Donc voilà, grosso modo, 8 personnes sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir avoir un retour et un feedback suffisamment consolidé. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? Donc là, c'est vraiment la partie résultat sur laquelle on va avoir l'émergence de tout le travail qui a été fait en amont. C'est assez simple. Ce que vous voyez là sur le tableau, c'est des personnes qui sont venues faire un design sprint, pardon, qui sont venues faire un test lors d'un design sprint. Et puis, nous, on a recueilli leur feedback qu'on est venu synthétiser avec des petites fiches de couleurs. Ce que vous voyez, c'est des choses intéressantes, des choses sur lesquelles il y a eu des points de douleur, et puis des choses négatives. Hein, ça, c'est les tickets rouges. Donc, tout ce feedback-là, c'est hyper important de pouvoir réussir à comprendre ce qu'on va en faire et comment vous allez pouvoir orienter ensuite votre conception. Donc, notre travail à nous, c'est de synthétiser l'ensemble des éléments qu'on a pu recevoir, des feedbacks, et de vous faire des recommandations. On vous le disait, à la fois sur les choses qui marchent bien, donc valider un choix et une idée qui a été produite lors du storyboard, puis en prototypage. Ensuite, vous avertir sur les points sur lesquels il y a pu avoir des incompréhensions, peut-être dans le déroulé d'un parcours, sur du wording, etc. Voilà, vous avertir sur cette partie-là. Et aussi et surtout, vous avertir sur les points de douleur. Là, c'est les tickets rouges. Il faut savoir accepter le fait qu'on ne peut pas produire quelque chose qui soit parfait à 100% en si peu de temps. En revanche, ça vous donne énormément de matières premières pour pouvoir faire vos choix et commencer à organiser la façon dont vous allez produire et puis mettre en œuvre votre priorité de développement. Donc là, juste, je peux revenir sur la slide de Vivien. L'idée dans le rôle d'un product owner, d'un chef de projet, c'est qu'il va faire des choix tout au long de la façon dont il va pouvoir concevoir une interface. Je vous donne un petit exemple. Moi, je fais du product management et je veux dire, du chef de projet digital depuis de nombreuses années. Je pense avoir un petit background sur la façon dont on conçoit les interfaces. Et lors d'un design sprint, j'avais proposé on avait une typologie de persona qui était les jeunes. Alors, jeunes, ça veut dire plein de choses, je ne rentre pas dans les détails, mais une typologie plutôt jeune et appétante au digital. Et puis, de l'autre côté, la volonté de pouvoir avoir leur adresse mail, leur nom et leur prénom assez rapidement. Donc là, pendant le design sprint, j'ai proposé qu'on mette une feature, ce qui soit le Facebook Connect. Les jeunes, tout le monde a du Facebook, je veux m'enrôler facilement et gagner du temps. On a proposé cette feature. Il se trouve que c'était pour l'enrôlement d'un produit bancaire. Les retours qui ont été faits par rapport à ça ont été hyper négatifs. D'un côté, les jeunes, c'est j'ai mon identité numérique et c'est Facebook et c'est une seule part. De l'autre, c'est bancaire et c'est administratif. Hors de question que je mêle les deux.
Et donc, à travers ça, ce dont on peut se rendre compte, puisque c'est un cas flagrant, on n'aurait pas utilisé cette notion de design sprint, on aurait utilisé une vision même MVP, hein, en se disant je vais faire le minimum sur Facebook, mais je suis sûr que ça va marcher. On m'aurait confié le choix du projet, vous auriez dépensé de l'énergie et du temps de développement dans une feature, ce qui finalement n'aurait pas été utilisé. Il aurait fallu ensuite prendre vos métriques et votre data pour vous rendre compte que ce truc-là n'était pas utilisé. Donc vous imaginez la charge considérable de travail qu'il faut pour engager ça. Le design sprint permet d'éviter ce genre de choix et vous permet d'accélérer sur la façon dont vous allez pouvoir prioriser vos développements. Alors, derrière tout ce qu'on vous dit, il faut aussi comprendre que ça, c'était un relais de la question qui avait été posée. Un design sprint, finalement, c'est pas de la magie. Déjà, il va falloir être bien préparé. On va pas, c'est comme une course, hein, on va se préparer à pouvoir courir et savoir où on va aller. Donc déjà, il faut pouvoir bien se préparer. On se lance pas dans un design sprint n'importe comment. Donc là, sur cette phase, on vous accompagne. Ensuite, on va pas pouvoir traiter l'ensemble des cas fonctionnels. Si on imagine qu'il y a du scoring, qu'il y a des cas fonctionnels, des cas de rejet dans un parcours, tout ça, on ne va pas pouvoir le traiter. C'est des cas nominaux. Néanmoins, sur le cas nominal testé, on va pouvoir avoir une appétence à pouvoir faire telle ou telle feature. Donc ça aussi, c'est important. Puis ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le design sprint, c'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir créer plein de maquettes très très vite. C'est pas une usine à maquettes. Donc ça, c'est hyper important de garder ça en tête. Ça vous permettra pas de créer plus vite, même si on a des super designers. Vous ne pourrez pas aller beaucoup plus vite que la musique, mais c'est bien des choix dont il s'agit. Si on doit résumer, un outil pour accélérer, différents cas clients qu'on peut vous citer sur lesquels on a travaillé, potentiellement l'ouverture d'un formulaire dans lequel on allait pouvoir ouvrir son compte en ligne, de la RADLA, de la biométrie, des briques techniques avec Salesforce, etc. Une conception entamée depuis 3 mois. On a fait un design sprint à la suite avec un challenge qui a été préparé qui était assez conséquent. On avait résolu 80% à peu près de la conception du produit en une semaine. 80%, c'est énorme hein, par rapport à 3 mois et puis un projet de cette ampleur. Voilà, ça c'était un point sur lequel on a été on était très content de ce qu'on a pu produire sur cette partie-là, avec une validation des choix et du parcours fait par les utilisateurs sur lesquels on est sûr qu'en le passant en ligne, il y aura une appétence à l'utilisation du produit. Derrière, on va également pouvoir challenger un produit existant, donc que ce soit de la refonte ou repenser des features. J'ai comme exemple, par exemple, la refonte d'une page d'accueil d'un site d'une grande entreprise. Donc, qui dit grande entreprise, sa page d'accueil, c'est un peu sacré, hein. Il y a plein de services différents qui ont leur brique, qui ont leur mot à dire. Euh, Avant qu'on fasse un design sprint, typiquement, c'était des discussions qui ont duré des semaines, des mois, voire depuis quelques années. On a fait un design sprint il y a quelques mois. Là, c'est déjà dans la roadmap pour les prochains déploiements. Donc, il y a eu des décideurs qui ont été réunis directement dans le design sprint, qui permettent de prendre des décisions plus Très rapidement très rapide, hein, éviter les comités, etc. exactement que si c'est voilà un designer qui derrière fait remonter jusqu'à 13 comités différents. Donc là, vraiment, on a fait tester, les décideurs étaient réunis, on a fait tester. Donc derrière, on avait une copie assez franche à mettre en place devant les yeux pour prendre des décisions. Donc vous voyez, hein, ça, encore une fois, le but, c'est de pouvoir accélérer. C'est vraiment un outil qui vous permet d'accélérer dans vos choix, dans la priorisation de vos choix. On peut aller très très vite avec cette partie-là. Quelques conseils, négligez pas la préparation de votre challenge, c'est hyper important et un challenge mal préparé, c'est un sprint qui se déroule mal et une efficacité à la fin qui n'est pas au rendez-vous. Donc là, c'est pour ça qu'on accompagne nos clients sur cette partie-là. Assurer d'avoir une équipe engagée à 100%. Donc il faut des gens qui s'investissent dans le produit. Donc nous, on a nos sprint masters qui viennent vous accompagner et qui vous s'assurent que tout le monde soit bien au même niveau d'information et que tout se déroule bien. C'est ça, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des gens qui ont envie d'être là et idéalement qu'ils soient là vraiment toute la durée du sprint parce que les gens qui viennent un matin par-ci, une après-midi par-là, derrière, on perd un temps monstrueux à remettre, comme on a dit au début, le même niveau de connaissance pour tout le monde. Et également, on a des petites règles comme nos devices afin de garder un peu la dynamique. Donc, pas de téléphone, pas d'ordinateur, sauf dans les phases, bien sûr, où on en a besoin. Mais c'est vraiment avoir cette dynamique-là d'une équipe engagée pour avancer au plus vite. Ensuite, là, on vous en a parlé sur les aspects techniques, mais bien ajuster le curseur entre innovation et capacité à réaliser.
On peut produire de l'innovation grâce au design sprint. Maintenant, est-ce que vous êtes en capacité de le mettre en œuvre? Est-ce que votre time to market le permet? Là aussi, il faut être vigilant. Et puis un dernier, mais qui fait un peu partie de notre philosophie, de la façon dont nous, on travaille et on appréhende nos projets, c'est accepter de se tromper vite. On fait des choix, on peut se tromper. Plus vous vous trompez vite et plus vous allez réussir vite à la suite. Donc ça aussi, c'est une branche qui est importante. Quand on a vu tout à l'heure les retours feedback, ne mettez pas de côté les retours négatifs. Ne vous concentrez pas que sur ce qui a marché. Peut-être qu'un retour négatif pourrait amener une vision complètement dégradée de votre produit si vous n'avez pas traité ce sujet-là. Donc là-dessus, on peut réengager un design sprint, hein, ça arrive parfois, en fonction de la taille du projet et puis de ce qui a été ressorti. On peut très bien arriver à une conclusion négative ou en tout cas suffisamment, je vais dire, avec suffisamment de retours et de feedback négatif pour pouvoir réengager un design sprint. Alors, ça ne nous est que très peu arrivé, mais Très pour peu autant, arrivé. Typiquement, sur la homepage, on en a engagé deux de suite. voilà, il faut garder un peu cette part en tête d'accepter de pouvoir se tromper et de recommencer très vite, hein. C'est vraiment fail fast, succeed faster, qui nous revient un peu de nos amis de la Silicon Valley. Est-ce que vous avez des questions? On a répondu à certaines pendant tout le déroulé de notre présentation. Euh, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez revenir? Oui. C'est un super métier. Oui, on est assez content. Effectivement, on On est passe, content de faire ce qu'on fait. on passe plein de temps à coller des gommettes et puis à dessiner. Non, c'est pas que ça, hein. Il y a quand même un travail de préparation qui est fort, mais c'est vrai qu'il y a un aspect ludique qui permet aussi. Alors nous, on s'assure d'avoir, voilà, on vous accueille dans des locaux qui sont plus sympathiques qu'un bureau fermé dans une salle de réunion. On essaie d'avoir un cadre et un décor qui nous sortent un petit peu je vais dire, de votre univers pour encore une fois se focus sur ce que l'on va avoir à faire. Donc on essaye d'avoir effectivement une vision plutôt agréable et sympathique de ce travail, même si derrière c'est une course de fond et je vous cache pas que tout le monde en sortant des journées est suffisamment fatigué pour se dire qu'ils ont bien travaillé. Et on va prendre du coup une dernière question, parce qu'après il va falloir qu'on se quitte. Donc on avait Arnaud qui nous demandait du coup des petits outils Crazy 8 avec Gomet, des préconisations sur ce qui fonctionne. Après, le design sprint, c'est donc, méthodo déployé par Google. Donc c'est vrai que les outils sont assez standards entre guillemets, même si ça s'inscrit dans une globalité de design thinking. Donc on va pouvoir piocher vraiment dans toute la palette des outils design thinking. Nous, ce qu'on utilise principalement, effectivement, ça va être le Crazy 8. Sur la première journée, on va parler des How Might We ou encore des Five Whys. Ça va vraiment des différents outils qu'on va piocher à droite et à gauche. Alors j'ai une question pour savoir si un projet est pertinent pour un design sprint. En fait, le design sprint, on va pouvoir l'engager à peu près à toutes les étapes de votre projet, que ce soit au départ, peut-être que vous avez un projet, vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc là, encore une fois, ça permet d'accélérer et de prendre des décisions rapides pour faire une première mouture un peu de ce qu'il va y avoir à faire. Ça peut être un projet qui rame un peu, hein. Vous avez lancé un projet et puis vous rencontrez des difficultés à pouvoir comprendre à quel moment vous allez devoir faire des choix dans la conception. Bah là aussi, on accélère, hein, on se focus sur cette partie-là, puis il y a un livrable à la fin. Ça peut être dans le cadre d'une refonte, hein, Vivien vous parler d'une homepage qu'on a refondue, donc une partie, un morceau d'un parcours sur lequel une nouvelle feature était à pousser. Donc à la fois au tout départ, pendant un projet qui aurait tendance à prendre un petit peu l'eau et puis à ralentir, donc là pour redonner un peu de boost ou pour commencer à tester sur un projet existant, un produit existant, des nouvelles features ou alors des points de difficulté que vous auriez déjà identifiés. Donc le design sprint, c'est assez large hein, pour pouvoir l'engager. Il y a cette phase préparatoire en amont dont on s'est parlé, le challenge qui est nécessaire, mais pour autant, on va pouvoir convenir à tout ce type de situation. Et enfin, pour répondre à Aurélie, effectivement, bah, des sceptiques, on en a. Il y en a qui croient pas à la méthode, ou Enfin, c'est quand ils n'ont pas là encore où, suffisamment discuté avec nous. voilà, où en général, les plus gros enfin, pas points de friction, mais les plus gros freins qu'on rencontre, c'est sur la phase d'idéation, où on doit un peu sketcher et tout. Une fois qu'on leur fait comprendre qu'on ne demande pas qui s'appelle Rembrandt ou Picasso pour nous faire des petits drafts. Enfin voilà, si vous comprenez que des petits carrés de écrire, je pense que tout le monde sait écrire et de faire des lignes, ça suffit. On arrive à enlever pas mal de ces freins-là.
Voilà, la session se finit. On serait ravi de continuer à partager avec vous vos problématiques et puis dans quelle mesure un design sprint est intéressant pour vos projets ou pas. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Vivien et moi, sur toutes ces parties-là. On reste ouvert. Il y a des meet-up qui vont être organisés l'année prochaine avec des retours d'expérience en live. Donc on sera ravi de vous y recevoir si jamais vous vouliez continuer un petit peu votre connaissance sur le design sprint. Avec plaisir. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.